Bonjour à tous. Donc, en fait, notre projet de recherche, c'était de développer un système de mesure de faible coût qui permet de mesurer ces forces-là sur des outils, sur des poignées d'outils vibrants. Donc, on s'intéresse aux forces de couplage. Donc, on parle de forces de préhension et de forces de poussée. Donc, la problématique, en fait, ça se situe au niveau des vibrations main-bras, mais ça peut être aussi au niveau des problèmes musculo-squelettiques, donc de gens qui appliquent des forces trop élevées ou qu'on veut mesurer ces forces-là sur des outils. Les vibrations, mais ça peut mener à différents problèmes de santé, dont le syndrome de Raynaud, qui est un problème au niveau circulatoire, de la circulation du sang au niveau des capillaires de la peau, nerveux, donc perte de sensibilité des nerfs, et aussi ça peut être un facteur de risque pour plusieurs troubles musculo-squelettiques parce que ça va augmenter la charge musculaire. Donc, en ce moment, on va quantifier la dose vibratoire main-bras en utilisant une accélération qui est pondérée. Donc, avec une pondération en fréquence qui tient compte de la sensibilité du système main-bras aux vibrations. Et en fait, les spécifications pour effectuer ces mesures d'accélération pondérée sont spécifiées dans une norme internationale qui est la norme ISO 5349, partie 1. Cependant, pour l'instant, on ne tient pas en compte les forces de couplage, qui sont des forces de préhension et les forces de poussée qu'on exerce sur une poignée. Parce qu'on peut mesurer la vibration sur la poignée, sauf que si la personne n'applique pas de force sur la poignée, à la limite qu'elle ne touche pas à la poignée, elle ne sera pas exposée aux vibrations, sauf que pour l'instant, la norme n'en tient pas compte. Donc, il y a des dispositifs qui sont actuellement utilisés, donc plus au niveau de prototypes, pour mesurer ces forces de couplage-là, mais qui sont très dispendieux et aussi sont difficiles à utiliser sur le terrain. Donc, l'objectif du projet, c'était de développer et de valider un système de faible coût qui permet de mesurer les forces statiques de couplage, donc la force de préhension et la force de poussée lors de l'opération d'outils portatifs, et aussi d'investiguer la possibilité d'utiliser ce système-là pour mesurer la force de couplage dynamique, c'est-à-dire la force de vibration qui est transmise directement au système main-bras lors de l'opération d'outils vibrants. Quand on parle de force de préhension et de force de poussée. La force de poussée, en fait, on peut parler de force de poussée ou force de tirage selon la direction de la force. C'est une force qui peut être mesurée aussi en utilisant une plateforme de force. Donc, si je demande à la personne d'être sur une balance qui mesure les forces dans les trois directions, je vais pouvoir déduire par action-réaction la force que la personne applique pour pousser, parce que cette force-là va aussi être transmise au niveau des pieds. Sauf que quand on parle de force de préhension, en fait, la force de préhension, c'est en bleu sur le graphique, c'est une force qui est compensée. Donc, en fait, la résultante au niveau des pieds est des nulle. Donc, cette force de préhension-là, elle est très difficile à mesurer. Donc, il faut soit instrumenter la poignée, comme on fait en laboratoire, avec une poignée qui a des capteurs à l'intérieur de la poignée, ou en utilisant un système enroulé autour de la poignée qui est un peu compliqué à mettre en œuvre. Sauf qu'on sait que ces forces de couplage-là, dont les forces de préhension et les forces de poussée, ils augmentent l'impédance mécanique du système main-bras aux vibrations, c'est-à-dire que le système main-bras va absorber plus d'énergie vibratoire quand on va avoir un couplage qui est plus élevé avec la source de vibration, donc si la personne serre ou elle pousse plus sur la poignée. Étant donné que les deux forces ont une contribution sur l'augmentation de la dose vibratoire, il y a un chercheur allemand qui a suggéré de sommer ces deux forces-là. Donc, on appelle la force de couplage. C'est aussi la force qui va s'exercer sur la paume de la main, étant donné que quand on pousse sur une poignée, c'est la paume qui reçoit la force, et quand on serre aussi, on a une force symétrique qui est aussi sur la paume et sur la main. Donc, la force de couplage, c'est la force totale qui s'exerce sur la paume de la main. Ce chercheur-là avait suggéré justement de tenir compte de la force de couplage sur la dose vibratoire en utilisant un facteur de couplage qui tient compte justement de la force de couplage. Donc, qui en fait devient un facteur multiplicatif qu'on applique sur la dose d'accélération pondérée. Pour mesurer les forces de couplage en laboratoire, on peut utiliser une poignée instrumentée que vous voyez tout à droite avec des capteurs de force à l'intérieur de la poignée, donc qui permet de mesurer les forces de serrage. Et dans ce cas-ci, la poignée, elle est montée avec des capteurs de force sur une structure qui permet aussi de mesurer les forces de poussée. Sauf que si on veut mesurer sur des vraies poignées d'outils, il y a
Une option, c'est de modifier la poignée d'outils, que ce n'est pas toujours pratique de couper une poignée d'outils d'un outil sur le terrain. Ce n'est pas nécessairement recommandé. Mais il y a quand même des chercheurs français et allemands qui ont un projet à long terme, ces vibrations main-bras, qui ont en fait développé un système qui mesure la pression à l'interface main-poignée de façon matricielle. Donc, c'est plein de petits capteurs qui viennent mesurer la pression. Sauf que ce type de capteur il est très dispendieux. Seulement le capteur, c'est au-dessus de 10 000 $. Donc, si le capteur est brisé, ben c'est pas pratique parce que ça coûte cher à remplacer. Et aussi, c'est très difficile à mettre en œuvre sur le terrain parce que pour calculer ces forces de couplage-là, les gens doivent connaître exactement la position du capteur parce que selon l'angle qu'il forme par rapport à la poignée, sa contribution à la force est différente. Donc, c'est difficile à mettre en œuvre et aussi, c'est très fragile. Notre hypothèse de recherche, c'était qu'en utilisant des capteurs de faible coût, vous avez des exemples ici, là, des capteurs qui nous restent de notre projet. En utilisant 2 de ces capteurs-là, on peut mesurer les forces de couplage, donc la force de préhension et la force de poussée, en disposant les capteurs, vous voyez ici, en rouge, donc en disposant 2 capteurs, donc un capteur au niveau de la paume et un capteur au niveau des doigts, en fait, dans l'axe de l'avant-bras. Donc, ces capteurs-là coûtent environ 35 $ chaque. En fait, c'est des capteurs qui sont minces et qui sont flexibles, donc qui peuvent être appliqués facilement sur une poignée d'outils. C'est un capteur qui est distribué, et qui a sa résistance électrique qui va varier en fonction de la force qui est appliquée sur le capteur. En fait, ce capteur-là a seulement 3 connecteurs. Le connecteur du milieu ne sert à rien, finalement. Donc, on a seulement 2 capteurs, et même si le capteur va mesurer la force totale qui est appliquée sur sa surface, il va seulement avoir un canal de mesure, si vous voulez. Donc, seulement, vous n'aurez pas besoin d'aller mesurer la pression sur chacun. Tout est intégré sur le capteur. Et en utilisant un circuit de conditionnement simple, c'est possible d'avoir une tension électrique qui va varier avec la force qui est appliquée sur le capteur. Également, c'est possible de tailler le capteur aux dimensions voulues. Donc, enfin, on a commencé par caractériser le capteur sur des surfaces planes et des surfaces courbes en utilisant au-dessus du capteur, avant d'appliquer la force avec une surface rigide, un matériau viscoélastique qui représentait un peu les propriétés de la peau le plus possible pour nous mettre dans des conditions qui vont simuler éventuellement l'utilisation avec des sujets humains. Donc, on a caractérisé l'hystérésis, l'effet d'une taille du capteur, parce qu'évidemment, ce capteur-là peut être coupé. Donc, on peut le couper pour les mettre aux dimensions qu'on veut. Et aussi comment sa sensibilité va évoluer dans le temps. Donc, on a utilisé une surface plane, comme vous voyez à gauche, et aussi une surface courbe qui se rapproche d'un diamètre de poignée pour voir l'effet de la courbure de la surface sur la sensibilité du capteur. Donc, vous voyez ici un essai de chargement-déchargement. Donc, ce que vous voyez en bas, c'est la force en newton qui est appliquée sur le capteur. Et à gauche, sur l'axe Y, c'est la réponse du capteur, donc en millivolts. Vous avez ici 2 exemples de capteurs. Donc, celui à gauche, en fait, il n'était pas très linéaire. Il était jusqu'à environ de 40 newtons, mais après ça, sa réponse n'était pas linéaire. Tandis que celui à droite, c'est un exemple de capteur qui était bien linéaire. En fait, sur 12 capteurs qui ont été testés, il y en avait 10 sur 12 qui avaient à peu près le comportement du capteur de droite, là, qui était linéaire jusqu'à des forces de... Ici, on monte jusqu'à 120 newtons, mais certains fonctionnaient bien jusqu'à 200 newtons de force. Et aussi, on voit, étant donné que l'essai, c'est pour un chargement, donc on augmente la force graduellement et ensuite, on décroît la force graduellement. Étant donné que les 2 courbes se superposent, chargement-déchargement, on parle d'un faible hystérésis au niveau du capteur. Donc, aussi, le capteur offrait une bonne répétabilité des résultats. Vous avez un exemple ici d'un des capteurs pour 3 essais de chargement et de déchargement. On a remarqué, par contre, que le capteur, sa sensibilité changeait dans le temps, probablement parce qu'il avait été coupé. Il pouvait y avoir une oxydation qui se faisait à l'intérieur du capteur. Et aussi, étant donné qu'on les testait régulièrement, il peut y avoir une usure aussi qui s'installait au niveau du capteur. Donc aussi, la longueur du capteur avait une influence sur sa sensibilité. Il peut y avoir des bonnes différences aussi d'un capteur à l'autre. Et la sensibilité dépendait aussi en partie de l'endroit où la force était appliquée, étant donné que
que le capteur est fait d'un enchevêtrement de lignes horizontales et verticales. Donc, les points de sensibilité, en fait, c'est un peu comme si on digitalise l'application de la force. Donc, quand même, la mesure se fait à des points précis de la force. Donc, mais tous ces points de force-là sont sommés automatiquement par la façon que le capteur est fabriqué. Et aussi, la rigidité du matériau sur lequel on applique le capteur. Donc, c'est un matériau viscoélastique mou versus un matériau viscoélastique rigide. Et aussi la courbure de la surface de calibration. Donc, pour toutes ces raisons, en fait, on a déterminé que c'est nécessaire de calibrer le capteur in situ avant la mesure. Donc, si on veut mesurer sur une poignée, donc on installe cette poignée et on le calibre une fois qu'il est installé sur la poignée pour qu'il soit dans les mêmes conditions lors de la calibration que lorsqu'il va être utilisé. Donc, on a aussi caractérisé le capteur des sujets humains. Donc, vous voyez ici un exemple de poignée instrumentée. Donc, qui mesure à la fois la force de préhension et de poussée, avec un capteur du côté de la paume et un capteur du côté des doigts. Donc, les mesures ont été effectuées avec 8 sujets humains pour 5 poignées différentes, donc 3 poignées cylindriques de diamètre différent et aussi 2 poignées elliptiques, pour 12 différentes combinaisons de force de poussée et de préhension. Et les mesures ont été effectuées en statique, donc sans qu'il y ait de vibration générée par le pot vibrant et aussi en dynamique, donc avec vibration. Donc, étant donné que les forces sont mesurées à la paume et au doigt, on doit convertir ces forces-là de paume et de doigt en forces de préhension et de poussée. Donc, on a 2 formules ici qui ont été dérivées pour déterminer ces forces de poussée-là. Bien sûr, la force de poussée, ça va être la force de la paume moins la force des doigts. Étant donné que la force au niveau des doigts, c'est seulement la force de préhension qui cause cette force-là. Donc, en enlevant la contribution des doigts qu'on retrouve sur la paume, étant donné que la force de préhension est symétrique, on a la force de poussée. Tandis que la force de préhension, c'est un petit peu plus compliqué. On voit le terme à droite en valeur absolue. Bien, ça, c'est la composante de la force de poussée qui est soustraite à la moyenne des forces, si vous voulez, de paume et de doigt, qui, en prenant la moitié là-dessus, étant donné que c'est une force qu'on retrouve des deux côtés, mais on retrouve la force de préhension. Donc, dans ce cas-ci, on a un exemple de résultat pour un sujet avec 3 essais. Donc, la personne, dans un ordre aléatoire, appliquait des forces de préhension et de poussée, donc une combinaison de 12 forces différentes, des forces de préhension et de poussée. Et on voit, quand on mesurait, par exemple, la force à la paume ou la force au doigt par rapport au signal électrique qu'on obtenait du capteur, mais on voit qu'on avait une bonne linéarité. Disons qu'on parle d'un coefficient de corrélation de 0,98 pour le capteur de la paume et un petit peu moins élevé au niveau des doigts. C'était toujours un peu moins précis au niveau des doigts, étant donné que l'application est moins uniforme que par rapport à la paume. Et si on regarde pour 8 sujets et 12 combinaisons, donc, et aussi, si on regarde l'effet que si le capteur, plutôt qu'être centré dans l'axe de l'avant-bras, est décalé de 5 mm, qu'est-ce que ça fait? Donc, on peut retrouver une imprécision de pose du capteur et aussi voir si on pouvait obtenir de meilleurs résultats en changeant la position du capteur. On voit que peu importe la position du capteur, les résultats étaient similaires, sauf pour la poignée de 38 mm où le fait de décaler le capteur, en fait, on avait une moins bonne sensibilité pour mesurer au niveau de la paume de la main. Et on voyait aussi que le diamètre de la poignée avait aussi un effet sur la sensibilité. Donc, la sensibilité était plus élevée pour des poignées de 32 et 38 mm, sauf que quand la poignée devenait plus grande, donc probablement que il y avait des composantes de la force qui étaient appliquées à l'extérieur du capteur qui n'étaient pas prises en compte. Donc, la sensibilité diminuait pour ces autres poignées. Donc, maintenant, si on regarde, en fait, les 7 couleurs, c'est pour 7 sujets différents, pour 12 combinaisons avec l'effet de l'accélération. On voit quand même qu'il y a une bonne variabilité entre les sujets humains. Donc, que ce soit au niveau de la sensibilité de la paume ou de la sensibilité des doigts, en fait, ici, c'est pour un même capteur. On voit que d'une personne à l'autre, la sensibilité est différente, d'où l'importance de calibrer le capteur in situ avant la mesure. Si on regarde maintenant l'effet des vibrations, bien, que ce soit au niveau du capteur de la paume ou des doigts, il n'y avait aucun effet significatif. Donc, il n'y avait pas de problème au niveau qu'il y ait un signal de vibration au niveau du capteur, que ça n'affectait pas sa réponse en statique.
Maintenant, une autre application qu'on testait avec le capteur, en fait, ce n'était pas un objectif au départ, dans le sens que c'était plus exploratoire. On voulait regarder si on peut mesurer aussi la force dynamique, donc en fait la force de vibration. Parce qu'en fait, quand on mesure l'impédance mécanique du système main-bras, en fait, on mesure le rapport de la force sur l'accélération pour savoir, pour une certaine accélération au niveau de la main, c'est quoi la force qui est générée. Mais l'intérêt de ça, ce serait de pouvoir mesurer cette force-là, non seulement en laboratoire sur une poignée instrumentée, mais aussi sur des outils, des vrais outils vibrants. Donc, dans ce cas-ci, on avait 9 combinaisons de force de poussée et de préhension. Et aussi, on avait 2 niveaux d'accélération qui étaient générés. Donc, on mesurait l'impédance mécanique avec la poignée instrumentée et aussi avec les capteurs au niveau de la paume et au niveau des doigts. On voit ici en bleu, c'est la réponse de la poignée instrumentée, donc qui est la référence, si on veut. En fait, je dis en bleu, mais c'est plutôt la courbe orange qui est superposée avec la courbe bleue. Tandis que la courbe en gris, c'est la réponse du capteur FlexiForce, finalement, là, dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et on voit quand même que les réponses sont similaires, même si on constate que la sensibilité du capteur change avec la fréquence. Mais il est possible de compenser, ce qui est arrivé un peu avec la courbe en bleu. Bon, je trouve que c'est un peu trop compensé, dans le sens qu'on compensait pour chaque fréquence. Mais ce serait possible de compenser avec une droite là, pour compenser le changement de sensibilité du capteur avec la fréquence. Donc, il y aurait du potentiel pour utiliser ces capteurs-là pour aussi mesurer directement la dose de vibration sous forme de, par exemple, quand on parle de puissance de vibration absorbée, c'est la force multipliée par la vitesse de vibration. Finalement, la partie importante du projet, c'était de valider aussi le capteur sur un outil réel, en l'occurrence un marteau burineur, donc avec 3 sujets humains. Donc, on a calibré le capteur directement sur l'outil. Donc, vous voyez ici, la personne est sur une balance. Bon, pour faire des tests finaux, on a vraiment utilisé une plateforme de force. Mais dans ce cas-ci, vous avez l'exemple avec une balance digitale, dont on pouvait acquisitionner le signal. Donc, dans un premier temps, le capteur du haut était calibré avec la personne qui appliquait seulement une force de poussée. Donc, on avait la référence de la balance. Et ensuite de ça, un coup que le capteur du haut était calibré, on calibrait lui du bas en demandant à la personne de seulement appliquer des forces de préhension. Si jamais la personne appliquait un peu de poussée, on pouvait le compenser parce qu'on le savait avec la plateforme de force. Et en comparant les 2 capteurs, et en sachant qu'avec la préhension, la force est la même, on pouvait calibrer l'autre capteur. Et ensuite de ça, on a validé la réponse des capteurs pour différentes combinaisons de force. Donc, vous voyez ici la calibration du capteur de la paume. Donc, on a quand même des bonnes linéarités. On parle de coefficient de corrélation entre 0,95 et 0,99 pour la paume. Au niveau des doigts, c'était aussi très bon, sauf pour un des sujets. Ça se peut que c'est un sujet qui avait les doigts longs, donc c'était la réponse au niveau des doigts était quand même 0,86, c'est quand même pas si mauvais que ça, mais ça distingue des autres. Et quand on mesurait, par exemple, quand on comparait les forces de poussée selon la plateforme de force et selon les capteurs TechScan, on voyait quand même que la force était relativement bien estimée. Donc, on parle d'un ratio de 0,92 à 1,06, donc à peu près maximum 10 d'erreur pour mesurer la force de poussée sur l'outil. Encore là, on voit qu'il y a un sujet qui avait une corrélation pas mal moins bonne que les autres. Et aussi, quand on regardait pour la force de couplage, donc la force de couplage qui est la force totale appliquée au niveau de la paume, bien, cette fois-ci, étant donné que le capteur au niveau des doigts intervenait moins, on avait des corrélations plus élevées et aussi une erreur maximale plus de l'ordre de 5 Donc, en conclusion, on a mis au point un capteur faible coût. Donc, à ce moment-ci, on parle plus d'un prototype qui permet de mesurer les forces de préhension et de poussée sur les poignées d'outils vibrants. Donc, on sait que les forces de préhension, ça prend quelque chose d'un peu spécial pour les mesurer, parce qu'on ne peut pas les mesurer avec une plateforme de force externe. Le capteur a été caractérisé sur surface plane et courbe, et on a vu qu'il y avait une bonne linéarité et une hystérésis qui était faible. Le capteur a aussi été validé sur 5 poignées instrumentées, avec 8 sujets. Et on a vu quand même qu'il y avait une variation de la sensibilité du capteur d'un capteur à l'autre et aussi d'un sujet à l'autre. Le capteur permet aussi d'estimer la réponse biodynamique de la paume et des doigts, donc sous forme d'impédance mécanique.
Et finalement, le capteur a été validé pour mesurer des forces de poussée et de couplage sur un outil à percussion, donc en l'occurrence un marteau Burina. Et en passant, les résultats que vous avez vus, c'était pendant l'opération avec vibration des outils, puisqu'on voulait s'assurer aussi que pour des impacts, donc des chocs mécaniques, le capteur avait quand même une bonne réponse en statique. Donc, je vous remercie de votre attention.